Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, bien sûr, je remercie l'URPS Bourgogne-Franche-Comté de m'avoir invité. Je remercie aussi Joël Spiro de penser toujours à moi. Mais tu sais, Joël, tu prends de plus en plus de risques. Hein. J'admire ton audace avec des chercheurs vieillissants comme moi. Bon, enfin. Ok, voilà. Donc, effectivement, le thème va être perturbateurs endocriniens et obésité. Alors, l'obésité, bon, c'est pas un secret, c'est pas un scoop, hein, vous savez que c'est un véritable problème de santé publique. Ça, c'est la dernière étude OBEPI Roche qui avait été, euh, qui est sortie l'année dernière, très récemment, et qui montre qu'effectivement, il y a toujours une progression du surpoids et de l'obésité. Donc ça, c'est les résultats pour la France. Hein. Alors, il ne faut pas que je me trompe de... Bon, je crois que je vais prendre le sabre. Voilà. Donc, vous voyez ici, on est à peu près à environ, donc presque la moitié, un Français sur deux, est atteint donc de surpoids et d'obésité, donc 47%, voilà. L'obésité représente 17% de la population, donc ce sont des chiffres importants. Et le problème est que ça continue d'augmenter. Certes, il y a un ralentissement de l'augmentation, mais ça augmente toujours. Et le problème est que, donc vous voyez, en 8 ans, l'obésité a augmenté de 17%. Et si on revient 40 ans en arrière, l'obésité, le surpoids-obésité ont pratiquement triplé. Le problème est aussi que, donc voilà, en 8 ans, l'obésité a augmenté de 17%. Et le problème est que cette obésité atteint les enfants, puisque 34% des enfants de 2 à 7 ans et 21% des enfants de 8 à 17 ans sont en situation de surpoids et d'obésité. Alors, comment expliquer l'obésité ? Eh bien, le paradigme classique que l'on connaît bien, que nous connaissons tous, c'est la malbouffe et puis la sédentarité. Bien sûr, tout ça en interaction avec nos gènes. Alors, je précise tout de suite que les facteurs génétiques pure ne représente que, disons, 3% de l'obésité, des cas d'obésité. Par contre, l'interaction gène-environnement est déterminante dans l'apparition de l'obésité. Les gènes de prédisposition de l'obésité existent depuis des centaines, des milliers d'années. Par contre, ce qui a changé, c'est effectivement l'environnement, et c'est cette interaction gène-environnement qui peut expliquer aussi, en partie, la flambée de l'obésité. Mais force est de constater que donc, les mesures hygiéno-diététiques qui ont été mises en place ont été mises en place pour répondre à ce double problème, c'est-à-dire malbouffe et sédentarité, et donc de conseiller une alimentation saine, 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger, etc. Force est de constater que ces mesures hygiéno-diététiques, qui sont certes indispensables, n'ont pas suffi à inverser la courbe de progression de l'obésité, puisque vous venez de le voir, ça augmente. Et également, donc, il fallait bien se poser la question de pourquoi l'obésité continue à augmenter malgré les mesures qui ont été prises. Et déjà, donc, est venue l'idée que d'autres facteurs environnementaux pouvaient contribuer à cette explosion de l'obésité. Et un article, je dirais, fondateur de Bailly Hamilton, en 2002, a émis l'hypothèse que les substances chimiques, on pense bien sûr aux perturbateurs endocriniens, vu leur mode d'action, pouvaient aussi expliquer la progression de l'obésité. Et ça s'appuyait aussi sur des études épidémiologiques qui montraient, par exemple, dans cette étude ici américaine, voilà, que l'indice de masse corporelle des adultes américains entre 1988 et 2006 a augmenté de 2,3 kg par mètre carré, donc l'IMC a augmenté de 2,3 kg pour une même quantité d'apport ou de même dépenses énergétiques. Donc à bilan énergétique identique, eh bien, on constatait quand même une augmentation de l'indice de masse corporelle. On pourrait aussi se poser la question face à l'obésité infantile, hein, dont je parlais tout à l'heure, et qui a été déjà évoquée ici, cette obésité infantile qui atteint des enfants à l'âge de 3 ans, déjà dès l'âge de 3 ans. Le problème de la malbouffe ou de la sédentarité
s'appliquant à des enfants de 3 ans, 4 ans, ne me semble pas adapté au problème. Il y a donc bien un problème, si vous voulez, d'héritabilité de l'obésité, de modification de la trajectoire de prise de poids qui déjà atteint ces enfants à cet âge-là. Et donc on peut se poser la question, comment se fait-il que cette trajectoire a été modifiée? Alors, pour simplifier un petit peu, pour appuyer, si vous voulez, l'hypothèse des perturbateurs endocriniens, bien effectivement, les perturbateurs endocriniens sont capables de se fixer sur des récepteurs et donc qui sont donc présents sur les différents organes. Et le métabolisme glucido-lipidique résulte d'un étroit dialogue entre différents organes, le muscle, le pancréas, le système nerveux central, le foie, etc. Et bien sûr le tissu adipeux et de façon aussi très intéressante le microbiote qui joue un rôle important dans cet équilibre, dans ce dialogue étroit qui existe entre les différents organes pour réguler le métabolisme lipidique et le métabolisme glucidique. Eh bien, à travers les propriétés des perturbateurs endocriniens de se fixer sur certains récepteurs qui vont réguler justement ce métabolisme lipidique, en particulier le PPAR gamma, mais d'autres récepteurs, bien sûr, eh bien, l'hypothèse s'est renforcée pour, disons, proposer les perturbateurs endocriniens comme un facteur environnemental supplémentaire. Et c'est ce qui a été donc vraiment bien exposé lors d'un colloque qui s'est tenu à Parme en 2015, et donc où est apparue donc la notion de substances diabétogènes et de substances obésogènes, et même on est allé jusqu'à donc proposer le terme de perturbateurs métaboliques pour bien justement souligner le rôle que peuvent avoir ces substances-là dans la perturbation du métabolisme lipidique, conduisant ensuite donc à l'activation donc, de certains gènes pro-adipogéniques, donc avec augmentation du nombre d'adipocytes et augmentation de la taille de ces adipocytes, et donc conduisant à l'obésité. Alors, bien sûr, ces données se sont appuyées, cette hypothèse s'est appuyée sur plusieurs études expérimentales, je ne vais pas toutes les citer, bien sûr. On peut retenir celle-là, qui a été une des premières études de l'équipe de Arsenescu, qui, en utilisant le modèle cellulaire, les 3T3L1, ce sont des fibroblastes qui, sous l'effet d'un mélange différenciateur, vont se transformer en adipocytes. Eh bien, vous voyez qu'ici, un PCB, le PCB77, est capable d'induire l'accumulation, une lipidose dans ces fibroblastes. À l'inverse, un autre PCB n'induit pas la même lipidose. Et donc, vous voyez ici un effet adipogénique du PCB sur des modèles cellulaires en culture, qui est vraiment le modèle de référence lorsqu'on veut étudier en premier abord l'effet adipogénique d'une substance. Ça a été confirmé chez des souris qui sont des souris qui sont j'arrive pas à pointer, voilà, chez des souris qui sont donc nourries, exposées au PCB 77. On voit ici la prise de poids très importante de ces souris en comparaison avec les souris contrôle qui ont reçu simplement le véhicule. Et c'est dans cette expérience, dans ce travail, les auteurs montrent que le rôle capital du récepteur arylhydrocarbone, récepteur AH, puisque des souris déficientes dont le gène du récepteur AH était inactivé, eh bien on voit que la prise de poids, même sous l'influence du PCB77, n'a pas lieu, et montre donc qu'effectivement ce PCB77, via l'activation du récepteur AH, induit le processus obésogène. Et on le voit ici aussi, chez ces souris, on voit que cette augmentation de prise de poids est reflétée par ici l'augmentation de la surface adipocytaire, qui est beaucoup plus importante en présence de PCB que du véhicule. Une autre expérience qui a été faite dans l'équipe de Toxalim à Toulouse, qui montre qu'un mélange de pesticides administré à des souris, vous voyez ici donc un mélange de pesticides, eh bien, induit une augmentation de poids significative que l'on observe chez le mâle mais pas chez la femelle. Et cette augmentation de poids, là aussi, est reflétée par une augmentation de la masse grasse, aussi bien au niveau
épididymaire qu'au niveau du tissu sous-cutané. Alors, donc ça sont quelques exemples expérimentaux. En ce qui concerne les études épidémiologiques, alors c'est extrêmement complexe. Déjà, on est confronté aux paramètres classiques des études épidémiologiques, comme les conditions de vie socio-économique, le tabagisme, le mode de vie, etc. Mais vient se greffer en plus par rapport à ces paramètres habituels qui caractérisent les études épidémiologiques, vient se greffer en plus les problèmes des perturbateurs endocriniens, dont on en a parlé dans Joël et Jean-Baptiste en ont parlé précédemment. C'est la non-linéarité de la réponse toxicologique, l'effet cocktail, des effets sur le long terme et la programmation in utero. Et tout ça sont des facteurs qui viennent effectivement compliquer l'interprétation, comme l'a montré ici Laura Vandenberg dans cette courbe théorique, qui montre qu'effectivement on peut avoir des réponses non linéaires de ce style-là. Et si vous prenez des groupes d'exposition à un certain polluant, eh bien vous voyez que si dans ce groupe-là, vous allez avoir un effet peut-être linéaire. Si vous prenez ce groupe-là, vous allez avoir un effet en cloche. Si vous prenez ce groupe-là, vous risquez d'avoir un effet inverse. Donc vous voyez que suivant les protocoles expérimentaux qui vont être utilisés par les différentes équipes au niveau mondial, eh bien vous pouvez avoir des résultats. Et c'est pour ça que bien souvent, dans les études épidémiologiques, vous avez des études qui montrent des effets, d'autres qui ne montrent pas d'effets, d'autres des effets négatifs. Mais bon, globalement, on arrive quand même à retirer. Ce sont toujours des associations, bien sûr, ce ne sont pas des causalités, mais quand même, on arrive malgré tout à retirer des leçons. Alors, un exemple justement de cette étude, une étude prospective sur 20 ans, où on part de sujets qui sont sains au départ, et chez qui, qu'on a suivi sur 20 ans, donc c'est une étude de l'équipe de l'U aux États-Unis, et donc ils ont été suivis sur 20 ans, donc ils étaient sains au départ, pas de diabète, et on voit qu'effectivement, en fonction du quartile d'exposition à un mélange de substances organochlorées, des pesticides, le DDT, le DDE et des dioxines, eh bien on voit une augmentation de l'indice de masse corporelle jusqu'à une certaine dose, et puis vous voyez ici, bon là ça veut dire qu'on a un effet en cloche, on voit une diminution ensuite pour les doses les plus élevées. La même chose ici avec les triglycérides, la triglycéridémie. La même chose ici avec le HDL cholestérol, où on assiste à une baisse du cholestérol protecteur, et puis ensuite une stabilisation. Voilà. Et pareil ici, au niveau de l'index insulinique, on voit qu'il y a une augmentation, la résistance, un phénomène de résistance à l'insuline qui augmente, mais ensuite qui diminue. Donc vous voyez la complexité de ce genre de courbe. Mais bon, on voit quand même que dans cette partie-là, jusqu'à cette exposition-là, on a un effet, une association positive entre l'exposition à ces substances et la prise de poids. Alors d'autres exemples sur d'autres substances, les phtalates, qui sont les composés des plastiques. Eh bien, vous voyez ici que c'est des études, des méta-analyses qui ont repris plusieurs études, et la conclusion globale de cette méta-analyse est que l'exposition précoce aux phtalates prédispose à l'obésité durant l'enfance et l'adolescence. Le bisphénol, alors le bisphénol et l'obésité, ça a été pas mal de temps controversé, parce que là, il y avait peut-être autant d'études qui montraient, il y a 10-15 ans de ça, qui montraient un effet obésogène du bisphénol. D'autres études ne le montraient pas, la moitié à peu près. Bon, depuis ces dernières années, les résultats semblent aller à peu près dans le même sens. Vous voyez ici, dans cette méta-analyse, 13 études sont retenues et concernent des âges de 1 à 19 ans. Et le bisphénol A est associé à un risque d'obésité, une augmentation du risque d'obésité de 56%. Dans cette autre étude, ici aussi une méta-analyse, 10 études retenues, 28 000 sujets d'un âge compris entre 6 et 40 ans. Le bisphénol augmente le risque d'obésité de 81% et l'obésité générale, mais et augmente aussi de 49% l'obésité abdominale, qui est la plus problématique en termes de santé publique. Disons, pour une autre façon d'exprimer les résultats, c'est que pour une augmentation de 1 nanogramme par ml de bisphénol urinaire, parce que le bisphénol est mesuré dans les urines, le risque d'obésité est augmenté de 11% pour l'obésité généralisée, et de 12% pour l'obésité abdominale.
Alors là, je vais aborder maintenant un sujet qui, bien sûr, est très important, c'est celui de la programmation prénatale de l'obésité. Tout à l'heure, Patricia en parlera bien mieux que moi. Mais bon, dans le cas de l'obésité, on ne peut pas ne pas en parler. Donc, bien effectivement, cette programmation prénatale de l'obésité se fait sous l'influence des perturbateurs endocriniens qui vont induire des modifications épigénétiques. Patricia en parlera tout à l'heure. Et donc, ces modifications épigénétiques vont induire des modifications du métabolisme hormonal, lequel métabolisme hormonal va induire des modifications dans la trajectoire et dans le point final du métabolisme lipidique, donc de l'obésité, et peuvent amener donc un risque accru d'obésité plus tard à l'âge précoce, de 3 ans, ou plus tard à l'adolescence, voire à l'âge adulte. Alors, il faut bien préciser ce qu'est exactement cette exposition prénatale. Elle est de deux ordres. Soit l'exposition prénatale va affecter le fœtus, c'est-à-dire vous allez avoir des modifications somatiques, des modifications épigénétiques somatiques sur le fœtus, et donc on va avoir des effets sur la génération tout de suite descendante, mais vous pouvez avoir aussi des modifications épigénétiques sur les cellules germinales, sur les cellules sexuelles, et ça peut effectivement induire des modifications, des effets transgénérationnels et observer des effets à la deuxième génération, voire à la troisième génération. Je vais vous montrer quelques exemples de ces effets directs, qui concernent le fœtus, enfin la première descendance, mais aussi qui concernent les autres descendances. Alors, tout d'abord des études expérimentales qui ont été faites chez la souris, chez le rat. Et ici, une méta-analyse réalisée donc chez le rongeur, chez le rat, ou la souris. Et donc, et là aussi une autre méta-analyse, j'ai retenu ces deux-là, qui sont peut-être les plus parlantes. Eh bien, ces méta-analyses, qui rassemblent plusieurs dizaines d'études, montrent qu'il y a une association positive entre l'exposition précoce en prénatal, même durant l'allaitement, ou plus tard en postnatal 21 jours. Donc, une exposition précoce à différentes substances, à différents perturbateurs endocriniens. Ici, le cas présent, le bisphénol A et l'inphtalate, le DEHP. Et donc, relation entre l'exposition précoce et l'adéposité, et aussi au niveau de la quantité de lipides circulants. Cette expérience, très belle expérience que j'aime beaucoup, je cite à chaque fois, c'est l'impact du tributylétain. Donc, des souris gestantes sont exposées au tributylétain. On récupère la première descendance, chez qui on va prélever le tissu adipeux. Et dans le tissu adipeux, il y a des cellules, des adipocytes, mais vous avez aussi des cellules souches qui sont ici, en violet. Les auteurs ont isolé les cellules souches et les ont mises à incuber dans un milieu de différenciation pour les transformer en adipocytes. Et ce qu'ils ont donc observé, c'est que ces cellules souches issues de souris qui avaient été exposées au tributylétain pendant la gestation, eh bien, ces cellules souches se transforment beaucoup plus rapidement en adipocytes que des cellules souches de souris qui n'avaient pas été traitées au tributylétain. Et chose intéressante, c'est que ces modifications, cette accélération de l'adipogénèse, eh bien, est associée à des modifications épigénétiques, en particulier à une hypométhylation des gènes de l'adipogénèse. Alors là, maintenant, on rentre dans les effets transgénérationnels, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui se passe au niveau des générations F2, F3. Alors, on prend la génération F3 parce que les cellules sexuelles des générations précédentes avaient été exposées aux polluants. Donc, avec la génération F3, on est sûr que les cellules sexuelles n'ont pas été exposées aux polluants. Et donc, on voit bien, là, on peut examiner effectivement l'effet transgénérationnel de l'exposition in utero aux polluants. Et donc là, ici, vous voyez, ce sont le bisphénol, le DHEP, le DEHP, pardon, et le
phthalate, un autre phthalate, qui induit donc des modifications épigénétiques, puisqu'on voit que les souris qui ont été soumises à de faibles doses, c'est ici LD, à des faibles doses de plastique, en opposition avec des souris qui ont été nourries à des fortes doses ou bien pas de produits dérivés du plastique, eh bien on constate que chez les femelles apparaît à la 3e génération, certaines souris développent l'obésité, alors que vous voyez dans les autres situations, il n'y a pas d'obésité qui se déclare. Et ça se manifeste, ça se voit ici au niveau donc de l'accumulation d'une accumulation de tissu adipeux au niveau abdominal chez les souris, donc ont été la génération F3 qui est traitée initialement aux dérivés du plastique. Voilà ici des souris contrôle. Donc vous voyez qu'on assiste à une transmission transgénérationnelle F3, la 3e génération, de l'obésité, et là aussi c'est associé à des modifications épigénétiques sur des gènes de l'obésité. La même chose ici encore avec une autre substance, ici c'est un pesticide, le méthoxychlore, qui aussi provoque aux générations des effets transgénérationnels, où on voit ici que, en particulier chez la femelle, chez la souris femelle, on voit apparaître de façon significative des souris qui, en génération F3, développent l'obésité lorsque la grand-mère, je dirais, la grand-mère souris avait été exposée au méthoxychlore. Donc présence là aussi de modifications épigénétiques sur des zones spécifiques de l'ADN et spécifiques de ce pesticide. Alors, on le voit moins sur les souris mâles, je crois que j'ai oublié de le dire. Dans le cas précédent aussi, c'était pareil. Il y avait des effets chez le mâle, mais moins significatifs. Donc là, c'est significatif chez la femelle. Encore un autre exemple, c'est avec le tributylétain. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, le tributylétain, c'est une substance qui a été utilisée comme anti-fouling sur les coques de bateaux, qui est extrêmement toxique. Ça a contaminé beaucoup de rivières, de lacs, de rades, de ports. Voilà. Et donc là aussi, les souris gestantes exposées à du tributylétain transmettent à la génération F3 une augmentation du tissu adipeux blanc, une augmentation d'adipocytes en taille et en nombre, hyperplasie, hypertrophie, et puis une augmentation de la lipogénèse hépatique liée à une uprégulation des gènes de la lipogénèse. Alors, bon, ça c'est des données expérimentales. Qu'en est-il chez l'homme? Eh bien, là, il y a de plus en plus de travaux. Bien sûr, je ne vais pas tous les citer. J'en ai choisi quelques-uns qui sont peut-être les plus représentatifs. Vous voyez donc ces travaux. Et la conclusion, la morale de ces travaux est que l'exposition prénatale aux organochlorés, les PCB, les dioxines, le DDT, le DDE, qui est un métabolite du DDT, prédispose le jeune enfant à l'obésité. Et donc les études montrent qu'effectivement, il y a une modification, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une modification de la trajectoire du métabolisme lipidique, de la trajectoire de l'obésité, et cette modification, eh bien, elle est inscrite, elle est, je dirais, gravée dans le marbre, et c'est pour ça que certains sujets ont du mal à perdre du poids ou regagnent du poids après un régime drastique. Il y a cette programmation prénatale épigénétique qui s'est faite et qui prédispose malheureusement les individus à développer l'obésité de façon significative. Ah, je vois Christine qui s'approche. Aïe, aïe, aïe. Là, pareil, programmation prénatale de l'obésité par les phtalates. Là, je vous ai montré les organochlorés. Là, c'est les phtalates. Concentration maternelle urinaire en MEP et MCNP, qui sont des métabolites, et de propylparabènes, les parabènes qui sont des conservateurs, qu'on trouve dans les sirops, dans tout un tas de produits, sont positivement associés à un phénotype de surpoids et d'obésité à l'âge de 5 ans. Pareil ici dans cette autre étude, j'avance. Pareil aussi, programmation précoce de l'obésité par les perfluorés, qui sont les antiadhésifs qu'on trouve dans les ustensiles de cuisine et dans les vêtements magnifiques qui ne se froissent pas, tout un tas de propriétés, mais que l'on paye en termes de dégâts environnementaux. Et là aussi, vous voyez, l'exposition précoce aux perfluorés augmente le risque d'obésité de 26% dans l'enfance.
Dernier exemple, alors là, donc là c'était des effets, ce que je viens de vous citer, c'est des effets directs hein, sur la première descendance. Et là, on dispose d'un travail paru en 2021 de l'équipe de Barbara Cohn, qui a montré que les petites filles, donc les petites filles des grands-mères non obèses exposées dans les années 60 au DDT présentent un risque augmenté de 2,6 fois de développer l'obésité par rapport aux petites filles des grands-mères non obèses, non exposées. Il y a donc, vous voyez, un effet transgénérationnel, une transmission aux petits-enfants, là dans le cas présent les filles, de l'obésité. Cette même équipe avait d'ailleurs montré aussi une transmission transgénérationnelle du cancer du sein par rapport dans les mêmes conditions expérimentales. C'est exactement les mêmes sujets qui ont été étudiés. Voilà, donc presque pour conclure, en termes donc, des connaissances que l'on a sur les substances perturbateurs endocriniens possédant des propriétés obésogènes, eh bien, on peut retenir les pesticides organochlorés, tous les organochlorés, les perfluorés, les éléments traces métalliques, les phtalates, bisphénol, etc., les HAP, la pollution atmosphérique, Thomas peut-être va en parler, et puis les PE pour lesquels on a de bons arguments expérimentaux, mais pas encore suffisamment de données épidémiologiques concluantes, mais ça n'empêche pas le principe de précaution de s'appliquer, qui devrait s'appliquer, les organoéteints, parabènes, triclosans, polybromés, etc., etc. Je voudrais juste, à travers ce schéma, quand même rappeler qu'il faut... Donc la conclusion, c'est qu'effectivement, nous devons maintenant d'intégrer les perturbateurs endocriniens dans le paradigme classique qui était malbouffe et sédentarité. Il faut absolument intégrer les perturbateurs endocriniens dans cette espèce de cycle un peu vicieux, parce qu'effectivement, malbouffe et sédentarité ne suffisent pas seuls à expliquer cette progression de l'obésité. J'avance. Alors pour finir sur une note positive quand même, le bio et le statut métabolique, hein, vous avez l'étude Nutrinet Santé qui rassemble, là ici, qui a rassemblé, étude en France, hein, qui a rassemblé plus de 54 000 sujets. Eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté? Donc chez les sujets qui ont une alimentation bio régulière, eh bien, on constate une diminution du surpoids de 36% chez l'homme, 42% chez la femme. L'obésité, 62%, et l'obésité, diminution de 62%, et 48%, c'est quand même pas rien. Je crois que c'est mieux que les médicaments. Voilà, bon, ça a été repris dans une revue générale des effets bénéfiques de la nourriture bio. Voilà, pour terminer, voilà un obésogène aussi bien connu, les escaliers roulants, pour aller au centre de... Voilà. La trottinette électrique aussi est un obésogène. Hein.